Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est dans le département le plus vaste de France métropolitaine que nous vous guiderons aujourd'hui. La Gironde est située au nord-ouest de l'Aquitaine. Son centre névralgique, c'est Bordeaux. Mais aujourd'hui, nous ne nous y attarderons pas. Le voyage que nous vous proposons vous fera découvrir de nombreuses merveilles. Vous vous laisserez certainement bercer par les charmes du bassin d'Arcachon et la visite de sa ville d'hiver. Puis, nous vous emmènerons à la découverte de l'estuaire le plus vaste d'Europe. Vous y découvrirez des îles où l'homme a dompté la nature. Vous serez également séduit par le pays du Blayais et ses environs. Vous y découvrirez des villages aux carapaces de calcaire qui vous feront plonger dans l'histoire de la région. Ces joyaux, vous allez les découvrir avec celles et ceux qui les aiment, les font vivre et les subliment. C'est sur le bassin d'Arcachon que nous commençons notre périple. Situé dans les Landes de Gascogne, il est largement ouvert sur l'océan Atlantique et constitue une petite mer intérieure qui fait la fierté de ses riverains. Au lieu touristique de Gironde, sa dune du Pilat, la plus haute d'Europe, est incroyablement spectaculaire. Mais c'est à 2 km de là, à Arcachon, que nous retrouvons Marie-France. Cette pétillante retraitée adore parcourir le bassin avec son appareil photo afin d'en fixer toutes les subtilités. C'est elle qui va vous initier à tous les secrets de la station balnéaire. Arcachon voit le jour en 1857, sous l'impulsion de l'empereur Napoléon III. Il souhaite proposer aux Français un nouvel endroit où profiter des vertus curatives des bains de mer. Marie-France a rendez-vous avec l'histoire de la station. Et pour la guider, Christiane, qui comme chaque semaine se pare de sa robe d'époque. Il faut dire qu'à Arcachon, on ne fait pas les choses à moitié. En témoigne cette visite insolite, contée et costumée de la ville d'hiver. Bonjour. Bonjour. La ville d'hiver d'Arcachon est née à l'époque où la tuberculose fait des ravages dans le pays. On y vient pour se soigner et profiter du climat océanique. Et si on y afflue de toute l'Europe, c'est aussi parce que les urbanistes ont eu l'idée d'y faire ériger des villas aux architectures très variées. Bon, alors là, je suppose, arrivés devant la superbe villa. Voilà, la Villa Toledo, qui est un exemple parfait du style chalet suisse qui a inspiré les maisons de la ville d'hiver. Oui. Mais ce qu'il y a de remarquable dans cette villa, ce sont les décorations de bois qui ont vraiment un aspect de dentelle. Sur les balcons, la décoration suit la descente de l'escalier. Oui, on l'appelle, je crois, d'ailleurs, la dame aux dentelles. Voilà, c'est ça. Et c'est une villa emblématique, comme il y en a plusieurs. On verra tout à l'heure, d'ailleurs, dans la visite. D'accord. Et elle a été toujours comme ça à l'origine? Non, à l'origine, elle était tout à fait différente. Elle était en rondin de bois. Ah bon? Et elle était tenue par un certain Bertini. Ah, je ne savais pas. Voilà. Alors... Ah, Buongiorno a tutti! Je suis Enrico Bertini. C'est moi qui dirige le gymnase et le manège de la Villa Toledo. Et pour la gymnastique, il y a une méthode que se suit l'inventeur. C'est la calisthénie. La calisthénie, ça vient du grec. Ça vient de kalos, qui veut dire beau, et sténos, qui veut dire fort.
Avec la calisthénie, vous serez beau et fort à la fois. C'est le principe de la ville d'hiver d'Arcachon. Arrivederci. Arrivederci. La calisthénie, c'est un peu l'ancêtre du stretching, somme toute. Et si ce personnage intervient, c'est parce qu'à l'époque, cette ville-là était en fait un gymnase. Vous l'aurez compris, cette visite comptée, organisée par des passionnés bénévoles, promet quelques jolies surprises et des rencontres hautes en couleurs. Nous voici devant la villa Giroflée. C'est une maison très curieuse parce qu'elle est de style moyenâgeux C'est magnifique. et elle est magnifique. L'écusson que l'on voit en haut, c'est très original parce qu'on dirait une tête On dirait de une femme. tête de dame, Et oui. c'est les armoiries, non? Oui, il y a eu une famille noble qui a habité ici. Et d'ailleurs, tu vas retrouver dans les vitraux, il y a un blason avec leur devise. Alors voici l'intérieur de la villa. Magnifique. Comme tu peux voir, très moyenâgeux. Ce qui est vraiment intéressant dans le blason que l'on peut observer, ce sont donc les décorations qui ont trait à la famille qui étaient des comtes. On retrouve la couronne royale avec les 9 perles qui correspondent à la qualification et l'honneur d'être comte. Alors ils étaient visiblement anoblis et nobles par leur mérite guerrier, puisqu'on voit des ceintures, les 3 ceintures qui symbolisent justement ces victoires, et puis ces griffons qui sont aussi l'emblème de la noblesse française, mais d'ailleurs aussi. La promenade continue par la visite d'un palace, le Grand Hôtel de la Forêt et d'Angleterre. Il a accueilli de nombreux hôtes de marque, les grands-ducs de Russie, des Rajas, Monet ou encore Cézanne. Aujourd'hui, il s'agit d'une résidence de vacances où vous pourrez séjourner facilement si vous voulez revivre les fastes du passé arcachonnais. Ah, mais je vois quelqu'un que je reconnais. Je vais te présenter. Enchantée, madame. Voilà. Bonjour. Marie de Régnier. Enchantée. Marie de Régnier est une romancière française qui a reçu en 1918, sous le nom de plume Gérard Douville, le premier prix de littérature de l'Académie française. C'est la première femme à obtenir cette récompense, même si le jury est convaincu qu'il s'agit d'un homme. Arcachon l'a inspiré tout au long de son œuvre. J'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des livres. Maintenant, je suis une dame âgée, bien sûr, mais à l'époque, je peux me vanter d'avoir fait tourner quelques belles têtes masculines. Vous deviez avoir des petits galants. Oui. Il y aurait encore 1000 choses à dire sur Arcachon. Mais je dirais seulement une chose. À Arcachon, quand on y vient, eh bien, on y revient. Eh bien, j'y reviendrai avec plaisir, rien que pour le plaisir de vous revoir. Avec plaisir, madame. N'hésitez pas vous aussi à partir à la rencontre de tous ces personnages qui appartiennent à l'histoire de cette station balnéaire de caractère. Nous vous proposons à présent de vous rendre à 7 km de là, à Gujan-Mestras. Il s'agit du village natal de Marie-France. Avec ses 7 ports, le village ostréicole est le terrain de jeu favori de notre photographe amateur. Elle nous y présente un autre gars du pays, Grégory Debord, et son chantier naval pas comme les autres. Alors, en plein travail. Ouais, toujours sur les pinasses. Toujours sur les On est en pinasses, train ça de ne te quitte finir. pas, hein? On n'arrête pas. On Voilà. finit celle-ci, Oui. qu'on a rénovée. On a refait toute la cabine et pas mal de pièces, l'intérieur. Et on va bientôt la repeindre là. La pinasse, c'est cette embarcation de 10,60 m, fabriquée à base de pin, d'où son nom. Elle servait à la pêche aux huîtres à l'origine. Grégory a décidé de se spécialiser dans la personnalisation de ce modèle. Ici, on choisit son aménagement, son moteur, sa couleur. Mais pour Marie-France, la pinasse, c'est avant tout beaucoup de souvenirs. Tu sais que mon grand-père était ostréiculteur et ça fait qu'il avait lui-même une pinasse et ça me rappelle toute mon enfance, beaucoup de souvenirs qui bercent mon cœur. Voilà. Et c'est la même pinasse, hein, on est sur les mêmes. Oui, oui. C'est le même. Eh bien oui, c'est pareil en les fait. mêmes hein. volumes, C'est vrai sauf que qu'elles l'autrefois, sont. le moteur était à l'intérieur. Voilà, elles sont maintenant adaptées plus à la plaisance. Donc là, en fait, c'est la pinasse rénovée. Oui. Et si tu veux, on va aller voir à côté nos pinasses en construction. Eh bien, avec plaisir, je te suis, il n'y a pas Allez, de on est problème. parti. Et des pinasses, Grégory en conçoit une demi-douzaine par an. Il les vend un peu partout dans le monde. Là, tu vois, donc c'est le moule. Oui. En fait, c'est avec ce moule-là, comme un gâteau, qu'on va fabriquer la coque. Donc, on sort la coque de l'intérieur du moule et on le fait grâce à cette matière
Alors celle-ci, c'est une matière un peu particulière. Tu vois, c'est... Ah oui, c'est tissu, on dirait du tissu. Ouais, c'est comme un matelas, c'est de la jute en fait. C'est vraiment un produit naturel Ah, c'est chouette. qu'on fait fabriquer et pour lequel on va faire les coques avec. Voilà. Ah d'accord. C'est-à-dire t'enveloppes ça là-dessus ou comment Tout ça à se fait, passe? on l'applique à l'intérieur en fait, avec Ah, de la d'accord. résine, un peu Ouais. comme une tapisserie. Oui, Et puis après, quand ça durcit, on le démoule comme un gâteau. d'accord. Grégory a breveté un nouveau matériau à base de toile de jute. Les coques sont donc réalisées à partir de ce tissage pour un résultat plus naturel et plus écologique. Et après, quand il est démoulé, il est comme ça. Ah d'accord. Donc on retrouve la coque, on y met la couleur que l'on veut au départ. Et après, c'est là où notre métier de charpentier de marine intervient, où on commence vraiment à bâtir toute la partie aménagement, intérieur, extérieur, les cabines, tout ça en bois. C'est magnifique, hein? Si tu veux d'ailleurs, pour te refaire une piqûre de nostalgie, on pourrait aller naviguer sur une dernière pinasse qu'on a mis à l'eau. Sur le bassin? Sur le bassin. Ah bien alors avec plaisir, je te suis. On est parti. Même s'il fait en général particulièrement beau sur le bassin d'Arcachon, lorsqu'on s'éloigne des côtes, on peut subir quelques ondées. Marie-France et Grégory ne se laissent pourtant pas abattre et nous prouvent que par tout temps, leur bassin, c'est leur grande fierté. On va essayer de faire chasser la pluie. Est-il des coins plus enchanteurs sur la terre que sur les bords de notre si beau bassin? Nous respirons un air pur qui nous brise, et quand sur l'eau joyeux nous naviguons, nous comprenons ce que chante la brise, et nous joue le bassin d'Arcachon. Bon, la voyez-t pas? Tout ça pour moi tout seul. Oui, rien que pour Sur toi. le bassin en Sur le pinasse. bassin en plus. Mais bon, la voie n'était pas au rendez-vous. Faute de soleil. Faute de soleil, oui, la pluie va s'accentuer peut-être, mais bon, j'aurais fait comme les sirènes, hein. C'est ça. Voilà. Après nous avoir fait découvrir le bateau traditionnel pour la pêche aux huîtres, Marie-France veut nous en apprendre davantage sur le coquillage. Vous allez avoir le privilège d'apprendre tous les secrets sur le mollusque en compagnie de Marc, toujours à Gujan-Mestras. Issu d'une lignée d'ostréiculteurs qui remonte à 1879, ce passionné, ancien champion du monde de vitesse des écaillés, médaillé d'or à plusieurs reprises pour son huître papillon, est l'un des plus grands spécialistes du pays. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ben écoute, tu vois, on ramène des huîtres sur les parcs, on va en préparer. Oui. Mais ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un petit coup de main. Ah, ben avec plaisir. Ça Tu te vas dérange m'embaucher? pas? Ah, Ben pas oui, du parce tout. qu'on est un petit peu à la bourre. Eh ben, si Alors, tu tu veux. vas pas te Pas de salir. souci. Je vais te vêtir. Voilà. Tu te salisses pas. Merci. Voilà, donc on va préparer les huîtres. Tu es venu pour ça. Voilà, très Voilà. bien. Donc là, on va sortir les huîtres. Là, ici, c'est comme la pêche au canard. Oui. Nos huîtres sont en attente. On va les préparer. On les a triées ce matin. Mais là, tu vas nous donner un coup de main pour les emballer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Première étape pour l'apprenti écaillère, trier les huîtres et les ranger à plat dans les bourriches, car chacune doit conserver son eau. Savoir qu'une huître, on peut la conserver bien emballée à une température de plus 4, plus 5, on peut les conserver jusqu'à 8-10 jours. Sachant qu'une huître qui est sortie de l'eau depuis quelques jours, malgré ce qu'on peut croire, est bien meilleure qu'une huître qui sort de l'eau et qu'on déguste directement. Nous travaillons avec le moins de machines possible pour ne pas stresser l'huître et qu'elle se conserve le plus longtemps possible dans les meilleures des conditions chez le consommateur. Celle-là n'est pas finie, celle-là non plus. Il y a aussi des fois quelques mortes, tu vois, Oui, ça parce que arrive. c'est On une tape vivante. aussi, comme ça, On des tape, fois. c'est ça, tout à fait. Voilà. Pas du tout le même Le bruit. même son. Voilà, on a. Direction la cabane à huîtres, où Marc va apprendre à Marie-France comment ouvrir les coquillages. Il y a deux façons d'ouvrir les huîtres. Oui, Soit on les ouvre sur le côté. oui, Voilà, ça c'est généralement c'est pour les concours. oui. Les écaillers qui passent les concours ouvrent les huîtres sur le côté. On peut ouvrir aussi par l'arrière. Donc c'est la même chose, jamais prendre le couteau comme ça, toujours reprendre le couteau par le minimum. Avoir un geste de levier, mais il faut sectionner d'abord et on lève aussi pareil délicatement. On va chercher le muscle, on le coupe.
Voilà, et donc on reste parfaitement Elles sont avec magnifiques. une huître sans coquille à l'intérieur, ce qui est important. Veux-tu en goûter une? Ah, avec plaisir. Tu vas me dire. Alors bien sûr, là, dans l'huître, ce qui est important aussi, c'est le goût de l'huître, c'est l'eau. Oui, Certains vident de l'eau, moi je ne le préconise pas parce que c'est toujours important d'avoir aussi la l'iode. première eau. La voilà. première eau, moi je ne la jette pas. Et après, ce qui est très important, c'est en bouche de croquer toujours le musc en dernier. D'accord. Je te fais déguster. Merci. Délicieux. Allez, Marie-France, je vais t'en choisir une, regarde. Elle te regarde. Elle est belle, elle m'appelle. Ah, elle t'appelle. Elle m'appelle. Alors écoute, vas-y, ouvre-la pour voir si tu as bien pris le coup de main. Voilà. Très bien, très bien. Regarde les huîtres dans les yeux. Voilà. Il vaut mieux pour le couteau. Moi, quand j'arrive sur les parcs, mes huîtres, elles font papa, papa. Oh, mais c'est parfait, C'est Marie. parfait. C'est parfait, Tu Marie-France. m'embauches demain. Ça y alors. est, aujourd'hui même, ça Bon, y est, t'es d'accord. embauché. Voilà. On va te Du garder. coup, je la mange alors. Ah ben, bien Et au sûr. couteau, hein, comme chez Ah, nous. Hein. voilà. Alors il faut savoir bien couper. qu'on peut manger les huîtres effectivement avec une fourchette, mais le mieux pour bien couper le muscle, c'est avec un couteau, avec le bourron. Comme ça, on ne perd rien. Exactement. On mange l'huître jusqu'à la lie comme le verre. Tout à fait, exactement. C'est un régal. Rien que pour ça, je reviendrai. Amoureux des huîtres, le bassin d'Arcachon est le lieu idéal pour que vous en profitiez. La région propose une variété très importante de saveurs. Ainsi, plus on va être proche des côtes, plus les huîtres vont être sucrées, plus elles vont venir du large, et plus on va être sur des goûts minéraux plus amers. À 4 km au sud de Gujan-Mestras, nous voici à présent à la limite du département, juste derrière la dune du Pilat, dans une forêt de pins maritimes. Ce bois couvre 466 000 hectares, soit la moitié de la superficie de la Gironde. Il est privé à 90% et a été planté par l'homme afin d'assécher les terres marécageuses. Marie-France a insisté pour nous présenter Mathieu, un amoureux des arbres et de la nature. Salut Mathieu. Bonjour Marie-France. Mathieu va nous faire découvrir un savoir-faire traditionnel de la région, longtemps oublié. Alors, explique-moi ce que tu es en train de faire. Je gemme les pins, c'est-à-dire que je récolte la résine du pin maritime. Oui. C'est un métier très ancien qui était pratiqué sur le bassin d'Arcachon il y a déjà plus de 2000 ans. Le gémage a eu un rôle important sur le développement économique de la région, comme l'illustre ce proverbe local « Qui a pain, a pain ». Comprendre qui a des pins, l'arbre aura du pain à manger. En fait, on place un pot sur le pin qui va permettre de récolter la résine qui va couler à l'intérieur. Et donc on pratique une entaille, c'est-à-dire qu'on va blesser le pin toutes les semaines de façon à ce qu'il sécrète cette résine et qu'elle s'écoule le long de la carre, qui est cette blessure, jusqu'à l'intérieur du pot. Donc on protège le pot pour éviter que les galipes, donc les copeaux, tombent à l'intérieur, et puis on le blesse dans la partie supérieure. Voilà, comme ceci, et on peut voir tout de suite les premières filet gouttes. de résine Exactement, qui arrive. les premières Ouais, gouttes de résine qui c'est apparaissent génial. tout de suite. Alors maintenant, tu peux m'expliquer à quoi tu utilises après la résine? Alors la résine, elle était distillée, ce qui permettait d'obtenir d'un côté de l'essence de térébenthine et Oui. de la colophane. Mhm. Et c'était deux produits qui étaient utilisés après dans l'industrie chimique et pharmaceutique. La résine servait également mélangée au charbon à fabriquer du goudron. À partir des années 50, ce sont les produits pétroliers qui ont remplacé la résine pour tous les usages que l'on connaissait. Mais aujourd'hui, pour réaliser des économies d'énergie, on y revient. Le principe reste exactement le même, blesser l'arbre pour que la résine s'écoule. Elle sera cette fois récupérée par une poche en plastique. Alors voilà, le gémage au XXIe siècle, Ouais. donc en vase clos, c'est-à-dire que la résine est récoltée en milieu fermé, ce qui permet d'avoir un produit beaucoup plus pur et sans impureté à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Je mets un activant sur la Oui. carre qui va permettre de retarder la cicatrisation du pain. Et je déplace le boîtier de façon à ce que la résine coule à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est la même poche que tu mets, que tu déplaces. Exactement. Alors tu fais cette opération-là comme tous les jours? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et si Mathieu est aussi impliqué dans le gémage des pins, c'est parce qu'il a trouvé une utilisation tout à fait inédite pour la résine récoltée. Donc voilà Marie-France, je te présente mon invention, la pigne à feu. Mathieu récupère des pommes de pin rongées par les écureuils. Il fait un glaçage de résine autour. Résultat, une belle flambée assurée. Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est super. Mais maintenant, on va attendre que le bois chauffe et vive le barbecue. Exactement.
Après avoir bien profité de l'air iodé du bassin d'Arcachon, nous vous suggérons de remonter à environ 70 km au nord et de longer la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Long de 75 km et large de 12 km à son embouchure, il s'agit du plus vaste estuaire d'Europe occidentale. Pour nous guider au travers de ces îles, de ces vignes côtières et de ces marais, voici Guillaume de Mecquenem. Le jeune homme passe ses journées sur l'eau et a même ouvert une entreprise de croisière fluviale. Pour débuter notre périple sur l'estuaire, Guillaume souhaite nous faire visiter ces îles entre les côtes du Blayais et du Médoc. Totalement méconnu des autochtones, il s'agit pourtant de lieux incontournables pour comprendre la magie du fleuve. Première escale, l'île Margot, où Guillaume a vécu et grandi. Ici, pas de voisins, juste la nature et l'eau à perte de vue. Guillaume a rendez-vous avec Gérard Favarel, l'actuel propriétaire de Margot, pour vous faire comprendre la passion des insulaires pour leur terre. Bonjour Monsieur Favarel. Bonjour. Dans quelles circonstances vous aviez découvert l'île la première fois? L'île Margot? On m'a amené, il était minuit, 1h, sur l'île Margot. C'était une nuit sans lune. Et donc j'ai découvert l'île Margot sans la voir. C'était donc la première fois. L'île est située côté rive gauche de l'estuaire, à quelques encablures de la ville de Margot et de son prestigieux domaine viticole. Ici aussi, la vigne est très présente. Je peux goûter? Cette année, mais oui, au contraire. C'est souhaitable. C'est même ce qu'il faut faire régulièrement, faire et refaire. Allez-y. Et en fait, les peaux sont encore assez épaisses. Il est bon. Ah oui. Mais demain, il sera meilleur. C'est vrai que les peaux sont encore un tout petit peu épaisses. Vous voyez, regardez ces pépins, pas encore parfaitement mûrs. C'est clair. C'est Bien, quel il avance cépage? Il avance bien. Ce sont des Malbec. On le reconnaît à la couleur des rosiers. On a un rosier particulier par cépage. Sur l'île, 5 cépages, mais les rosiers ont aussi une autre fonction essentielle. Prévenir le viticulteur de l'apparition de l'oïdium, une maladie qui pourrait ravager le raisin. Le rosier étant plus sensible que la vigne, il sera la première victime de l'infection, prévenant ainsi le viticulteur d'une attaque imminente. Il est temps à présent pour Guillaume de rejoindre Sophie Boisseau, une passionnée des îles fluviales. Ensemble, ils vont inspecter les nouveaux îlots de la Garonne. Leur formation résulte de l'accumulation d'alluvions, c'est-à-dire de dépôts de débris, tels du sable, de la vase, de l'argile ou des cailloux, transportés à la marée montante. Ces îlots sont appelés des vasards. Bon, on est sur le Vasard, qui est en face de l'île verte. Il a quand même bien poussé depuis la dernière fois. Est-ce que tu sais comment les herbes s'implantent comme ça sur les Vasards? Dès que le vasard s'engraisse, dès qu'il commence à être un peu hors d'eau, les herbes s'accrochent, s'implantent, et dès qu'il y a quelques herbes, eh bien, elles retiennent le limon, elles retiennent, et puis etc. Et très rapidement, eh bien, le vasard, le niveau du vasard monte, et les herbes s'implantent plus de façon pérenne, quoi. Mais tu sais que l'îlot de Tromplou a disparu l'hiver dernier? Ça, c'est étonnant. C'est ça la différence. Effectivement, les îles, on peut peut-être les appeler des îles uniquement si elles sont investies par l'homme, habitées, s'ils mettent des animaux. C'est peut-être ça, les îles, en fait. C'est là où il y a de l'humanité. Si vous avez la chance de faire une croisière sur la Gironde, nous vous suggérons de vous diriger un peu plus au nord sur l'estuaire et de faire une escale sur la dernière île, avant l'ouverture sur l'océan, Patiras. Ici, on dit que l'eau est blonde et que l'île marche sur l'eau. Philippe Lacour, le propriétaire, ne se lasse pas de faire profiter de cette vue incroyable à 360 degrés sur l'estuaire. Ça y est, ça se lève. Ça va vite, hein, les lumières. On sent quelle vue. Là, la gueule de l'estuaire est là. On a vraiment un balcon qui s'ouvre sur le plus vaste estuaire d'Europe. Comment tu as découvert cet endroit? Je suis né au bord de l'île, très bizarrement, ayant vécu au bord d'un fleuve. J'avais qu'une cesse, c'était de revenir, évidemment, sur le fleuve. Il y a des gens qui vivent près d'un volcan, qui en connaissent le danger, qui en tirent des bénéfices, mais qui ne partiraient pas. On est dans cette même chose très intimiste, très intime et très dense, très forte. L'endroit qui émeut le plus Philippe sur Patiras, c'est son phare. Le bâtiment, érigé en 1879, a fonctionné jusqu'en 1992.
Il faut gravir 133 marches pour pouvoir bénéficier de cette vue époustouflante sur le fleuve. Tout seul au milieu de l'eau, là, c'est le phare de Tromplou. Oui, c'était 2 phares d'alignement. C'est-à-dire que c'est un des modes les plus simples que de mettre le petit phare, la lumière du petit phare, en l'ayant évidemment bien repéré, en dessous de la lumière du grand phare. La navigation sur la Garonne date de la nuit des temps, ou plus exactement, de l'âge de bronze, avec le transport de l'étain. Le commerce fluvial s'amplifie au XIIe siècle. Bordeaux devient ainsi un des ports les plus importants d'Europe, avec un trafic continuel. Ici, nous sommes entre la mer et Bordeaux, qu'on peut le deviner là-bas au fond. À l'époque, c'était un exploit que le port autonome maîtrise un chenal aussi long. Bordeaux est une des rares villes aussi loin de la mer où on arrive encore à amener des paquebots de croisière. Venise, Rouen, dans le temps, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est amusant que d'être à distance de ça, se retrouver au milieu de ce fleuve, dans un endroit totalement atypique, et pourtant si proche de quelque chose aussi notoire, de territoire aussi notoire. Direction Saint-Sié-sur-Gironde, au port de pêche. Guillaume y a rendez-vous avec une figure locale, William Martin, dit Coco. Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Guillaume, on a rendez-vous pour Bonjour, partir Guillaume. à la pêche. D'accord. Bon, mais tu sais pas, je mets vite ça dans la chambre froide, et puis on va partir tout de suite parce qu'il y a presque plus d'eau. Si on veut y aller, faut pas attendre trop longtemps. Hein. Ok, je mets ça en chambre froide et je suis à toi. Coco est pêcheur, tout comme le fut son père, et tout comme le sont ses enfants aujourd'hui. À plus de 80 ans, ce retraité hyperactif continue à sortir sur l'estuaire une fois par jour. Car la pêche ici, c'est sa vocation, sa passion, son héritage. T'as besoin d'un coup de main? Non, non. En principe, on aime bien faire ça tout seul. Hein. C'est des trucs... Ça te dérange pas alors. Bon, et qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui? Alors, ici, il y a des sols, du maigrat, du bar, du mule. Et cette année, exceptionnellement, on a des dorades. Ah, et voilà, c'est le fun. Dans l'estuaire, les poissons migrateurs tolérant l'eau douce et qui vont partir vers le fleuve côtoient les poissons maritimes. Pour un vieux loup de mer comme Coco, c'est donc le meilleur endroit au monde pour lancer son travail. Qu'est-ce qui vous attache à cette eau-là là? Ah, ça se discute pas tellement. On aime ou on n'aime pas, hein. Mais on a un bel estuaire. Il est magnifique, notre estuaire. Coco souhaite à présent faire déguster à Guillaume une de ses prises. Direction un restaurant voisin que le pêcheur fournit régulièrement. Qu'est-ce qu'on vous fait à midi? Du bar, je parie. Le bar que je vous ai porté hier. D'accord. Pourquoi pas? Tout à l'heure. Merci. Le chef va leur préparer du bar rôti à la fleur de sel avec ses légumes de saison. Très bien, c'est appétissant. Magnifique, chef. Bon, et bon appétit. Oui, tout de suite, hein. Je te remercie. Retournons à présent sur la rive gauche du fleuve. Guillaume nous emmène sur la route des châteaux du Médoc. Des domaines plus prestigieux les uns que les autres. Parmi eux, tout près de Saint-Estèphe, se dresse le majestueux et unique château de Cos-d'Estournel. Un palais exotique et luxuriant incontournable dans la région. Aymeric de Gironde, le directeur des lieux, nous fait découvrir ce site d'exception. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de m'accueillir sur cette splendide propriété. Écoutez, c'est un plaisir. Bienvenue à vous au sein du château Cos-d'Estournel. Guillaume est surpris et émerveillé par la façade du château, tout comme le fut Stendhal, livrant ses impressions dans son livre « Voyage dans le Midi ». Avec son architecture très orientaliste, le domaine n'est comparable à nul autre, et pour cause, il n'a jamais été habité. À l'intérieur, cuves d'acier, tonneaux alignés et salles de réception indiquent que le palais du vin porte bien son nom. Louis-Gaspard d'Estournel, donc le fondateur et premier propriétaire de Cos-d'Estournel, au début des années 1800, a développé ce domaine de façon remarquable, avec une vision d'en faire un des plus grands vins du monde. Et pour ce faire, il est allé naturellement vendre son vin partout dans le monde, notamment en Inde et en Asie. Et c'est voilà. là que lui est venue l'inspiration orientale. Exactement. En 1830, le propriétaire commence la transformation du château en y faisant installer des pagodes chinoises. Puis viennent s'ajouter d'autres éléments. La porte est d'époque aussi? Alors c'est la porte, on appelle ça la porte de Zanzibar. Voilà, porte de Zanzibar qui a été offerte en paiement par le sultan de Zanzibar
en échange d'autres biens, et voilà, et qui s'adapte absolument parfaitement à notre domaine et à notre esprit oriental, un petit peu asiatique. Cos d'Estournel est aussi un lieu incontournable pour les amateurs de vin. Guillaume est privilégié, les vendanges viennent de commencer et le jeune homme s'est proposé pour donner un coup de main. Comme vous pouvez le voir, on a des raisins, des grappes qui sont absolument magnifiques, très saines. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème, les raisins commencent à briller. Et la vendange, pour nous, c'est un moment clé. Hein. C'est toute une année de travail, toute une année de labeur, qui se concentre en 15 jours. Extrêmement de précision. On va choisir exactement le moment pour chacune des parcelles, quand est-ce qu'elle va être prête à être à son optimum. Voilà, et on va la récolter. Alors, dans une autre vie, j'ai été chef des vendangeurs. Est-ce qu'il y a un secret à Cos d'Estournel pour ramasser les grappes? Un secret, je ne sais pas, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil et prendre que les grappes qui sont absolument saines. Donc voilà, vous pouvez vous y essayer. Voilà. Vous ferez un très bon vendangeur. C'est vrai? Exactement. Ils sont un peu plus rapides que vous. C'est ça. Ils sont un peu plus efficaces. Voilà. Et avec ce que je viens de ramasser, combien de bouteilles de vin je peux espérer faire? Je pense à peu près une demi-bouteille. On estime que, en gros, il faut 3-4 pieds pour faire, entre 2 et 4 pieds pour faire une bouteille. Ça va dépendre de la taille des raisins, du jus que chaque voilà, exactement va produire. Et voilà. Comme vous avez bien travaillé, je vous propose qu'on aille déguster le fruit, non pas de cette année, mais du travail des années passées, qui aujourd'hui est en bouteille et est en train de vieillir tranquillement. Eh bien, avec grand plaisir. Allons-y. Alors, vous pouvez m'aiguiller? Pour moi, un grand vin, c'est un équilibre entre la puissance et l'élégance. En tout cas, le nez me fait voyager. Voilà, ben, c'est le but, j'en suis ravi. Aymeric a réservé une dernière surprise à Guillaume et lui fait découvrir le sanctuaire. C'est ici que vous gardez vos meilleurs crus. Exactement, vous êtes ici au cœur de la réserve du château, où nous gardons nos plus vieilles bouteilles, nos bouteilles les plus rares. Également un échantillon des millésimes récents, pour pouvoir garder une trace de notre histoire. D'accord. Et vous remontez jusqu'en? Là, le plus vieux millésime est ici, c'est 1865. Voilà, ce sont des bouteilles chargées d'histoire. 1870, Paris était en guerre, était assailli, et ici on faisait du vin. Voilà, c'est un endroit magique et qui passe à travers le temps et qui nous montre que nous sommes uniquement d'humbles petits collaborateurs à la vie de cette propriété. Cette propriété sera vivante dans 300 ans et nous serons partis depuis longtemps. Voilà, c'est un endroit magique. Nous vous suggérons à présent de quitter le Médoc et de vous rendre de l'autre côté de l'estuaire. Préhistoire, royauté, révolution, cet itinéraire vous plongera dans l'histoire de France. Et pour commencer, nous nous attarderons à la citadelle de Blaye, fleuron de l'architecture militaire. Élise Barconnière de l'Office de tourisme de Blaye est passionnée par l'histoire de sa région. Elle vous en dévoilera tous les secrets. C'est naturellement qu'Élise commence son périple par sa ville, et plus exactement par la citadelle de Blaye. Même si elle connaît bien son histoire, Élise a quand même sollicité le général Thomas, expert de cette fortification Vauban. Bonjour, général. Bonjour Élise, ça va? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien, ça va. J'étais en train d'admirer cette porte absolument monumentale. C'était la porte principale, n'est-ce pas? Oui, ben là elle est sur la porte royale, hein, la porte dédiée au roi, donc la porte principale est la plus décorée. Et évidemment, elle donnait sur la route de Paris, hein, ici, d'accord, qui était une voie royale également. D'accord. Réalisée en 1685, cette porte est l'un des deux accès à la citadelle. La sophistication de son système de défense en fait l'une des réalisations majeures de Vauban.
2 ponts dormants, une demi-lune et une poivrière étaient reliés afin de protéger la citadelle des attaques venant de la terre. Traversons à présent la fortification pour nous rendre du côté mer et pour comprendre le fonctionnement stratégique de cette forteresse inviolable. Voilà, cet endroit est parfait pour comprendre les raisons pour lesquelles la citadelle a été construite et ainsi que les 2 fortifications qui la complètent. Alors pour comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, 1650. Bordeaux s'est révolté pendant la Fronde contre le jeune Louis XIV. Et devant cette situation, le gouverneur de la citadelle a plusieurs fois donné son avis sur la chose en disant qu'il faudrait se rendre maître de la rivière. À cette époque, ce sont entre 2000 et 2500 bateaux qui transitaient par an pour alimenter Bordeaux, premier port du royaume. Oui, c'est un port colonial aussi, hein. Lorsque Vauban arrive à Blaye, il va demander la construction de Fort Pâté. C'est une tour à canon que l'on trouve sur la première île, sur l'île Pâté, voilà. Et de l'autre côté de l'estuaire, il demandera la construction d'un fort. En fait, dans l'idée de Vauban, se rendre maître de l'estuaire, ça veut dire contrôler la circulation et montrer aux Bordelais qu'en fait, si le roi le décide, il ferme l'estuaire, il ferme le commerce et Bordeaux ne peut plus rien faire. Voilà. Et d'ailleurs, les Bordelais l'avaient très bien compris. Le général souhaite à présent faire découvrir à Élise un endroit qui sera bientôt ouvert au grand public. Faisons un grand saut dans le temps et laissons Vauban pour nous plonger dans la Seconde Guerre mondiale. La citadelle est à ce moment-là complètement déserte. C'est l'armée d'Hitler qui la fait revivre en investissant ses souterrains. Ils y installent des bars clandestins et ça donne à des élans artistiques. Nous sommes donc au cœur du sujet, à peu près à 12 mètres sous terre. Et ici, on voit apparaître sur ce mur un dessin un peu surprenant des danseuses de French Cancan qui sont véritablement lancées dans une danse endiablée. On peut lire une inscription et en allemand, Beine Höhe, plus haut les jambes. On pense qu'on en veut. Mais ce dessin a une explication quand même assez logique, c'est que à la fin du mois de juin, lorsque l'armée allemande envahit la France, l'armistice est arrivé, les soldats allemands, les affaires se calment, les soldats allemands sont envoyés à tour de rôle à Paris pour découvrir la capitale et on leur offre une soirée au Moulin Rouge dans ces établissements et ils reviennent absolument enchantés. C'est un spectacle qu'ils découvrent et il est fort probable que ces soldats aient voulu reproduire une scène qui les avait particulièrement marqués de la vie parisienne. Voilà. Un souvenir de Paris ici. Souvenir de Paris et de la capitale. Voilà. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté. Sur ce dessin, on voit apparaître un train, probablement un train de permissionnaire, avec une certaine perspective d'ailleurs. Correspondance pour Bad Lagentheim à 12h40, quelque chose comme ça. C'est comme une représentation du moment où ils ont quitté. Exactement, c'est un souvenir du train qui va les ramener chez eux, probablement, soit pour une permission, soit pour la fin de la guerre. On peut l'imaginer comme ça. Aujourd'hui, la citadelle est l'un des lieux les plus visités de Gironde. N'hésitez pas à vous y balader et à vous y perdre. Mais pour l'instant, nous vous invitons à vous diriger à 4 km de Blaye, sur la route de la Corniche de Plassac. Ce chemin complètement méconnu mérite le détour, surtout si vous avez la curiosité de lever la tête. Ici, la falaise est percée d'étonnantes maisons troglodytiques. C'est là qu'une centaine de marches plus haut, l'endroit se mérite, que Régine, heureuse propriétaire d'un de ces habitats atypiques, reçoit Élise. Bonjour Régine. Bonjour Élise. C'est Élise. On s'est fait une belle grimpette. Mais ça. Régine a fait le choix il y a 15 ans d'habiter à 30 mètres sous la falaise. Donc on est en fait ici dans une ancienne carrière? C'est une entrée de carrière? C'est une ancienne carrière. Les pierres partaient sur des gabarres taillés sur l'estuaire pour construire Bordeaux, le Grand Théâtre. Et puis après, ça servait de champignonnière. Il y avait une telle humidité dans ces pièces qu'ils mettaient du fumier de cheval et ils cultivaient les champignons de Paris. Les cavités à flanc de falaise sont le résultat de la dissolution du calcaire. Creusées et taillées par l'homme, leur occupation remonte à la période gallo-romaine. Dans cette troglo, 2 espaces consolidés à la chaux que Régine a reliés elle-même en creusant au marteau-piqueur. Voilà, donc là j'ai creusé il y a une dizaine d'années.
pas tout de suite. Même ça, elle me l'a dit, pour mettre la lampe. D'ailleurs, il y a encore les pics du marteau-piqueur. Et on voit les traces d'argile. D'accord. Bon, c'est comme dans les anciennes carrières, on a les traces des outils en fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Mais au-delà de cette habitation résolument atypique, Régine a eu le coup de cœur pour une autre raison. Pourquoi est-ce que tu es venue habiter ici? Parce que j'adore l'eau, j'adore l'estuaire, c'est magique. À n'importe quelle heure de la journée et n'importe quel moment de la saison, c'est toujours très très beau. J'ai eu le coup de foudre. Je comprends. Je peux comprendre. Continuons encore un peu plus au sud, à une vingtaine de kilomètres. Élise souhaite nous montrer une autre cavité extraordinaire. Elle a rendez-vous avec Marc Martinez, un éminent professeur d'université spécialisé dans l'art préhistorique. Bonjour, Élise. Je suis ravie d'être là, de vous rencontrer. Moi aussi, bienvenue à Père-non-Père pour cette visite préhistorique en quelque sorte. Puis on peut passer par ici pour commencer à traverser le petit bois et descendre vers la cavité. D'accord. Plus ancienne que Lascaux, la grotte a été remarquablement conservée, ce qui permet encore de la visiter aujourd'hui. Il s'agit de la 3e grotte ornée découverte au monde en 1881. Pourtant, rien ne laissait supposer son existence. Alors la légende dit qu'à Père-non-Père, c'est une vache qui s'est coincée les pattes dans un trou et qui a permis donc la découverte de cet endroit. Et donc voilà, le trou, on le voit bien maintenant ici. Bien sûr, il est fermé pour des raisons de conservation et de sécurité. Mais donc c'est cet endroit qui a permis la découverte de la cavité. Et si la grotte se visite tous les jours, c'est surtout pour admirer la dizaine de gravures rupestres d'animaux représentés. Alors, si vous voulez, on peut commencer par une première représentation qui se situe là-haut perché. Et donc, le premier animal à décrire est un petit bouquetin d'une trentaine de centimètres, dont on peut distinguer facilement donc, la tête et surtout repérer les cornes qui, en art pariétal, permettent de bien identifier l'espèce. Alors après, si on peut continuer la lecture comme ça progressivement, on va distinguer ici un beau, je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est un bison? Voilà, exactement, un beau bison avec voilà, le museau ici, j'insiste. Voilà, une bosse. Voilà. D'abord les deux cornes et effectivement la bosse dorsale qui permet de bien identifier ce bouvinet en tant que bison. Et la grotte était habitée, si je me rappelle bien, en même temps qu'elle était ornée ou avant ou après? En fait, c'est la particularité de Père-non-Père. Pendant 60 000 années, en fait, des hommes, des femmes, des enfants se sont succédés ici. L'homme de Néandertal a laissé sa place à l'homme moderne 18 000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est particulièrement fascinant dans cette grotte, c'est justement de voir l'évolution de l'homme à travers l'évolution de ses dessins. Alors, on va continuer avec le cheval ici qui est en face de nous. Cette particularité, c'est qu'il a la tête retournée. C'est peut-être une des toutes premières fois où la notion de mouvement va apparaître dans l'histoire de l'art. Et c'est quand même un privilège de pouvoir être dans la grotte originale, ici. Absolument, vous l'avez dit, c'est un vrai privilège. C'est vrai que beaucoup de grottes ornées originales sont fermées au grand public. Il suffit de penser à Lascaux, Altamira, Chauvet, qui ne le saura jamais. Et donc là, on est en face vraiment d'œuvres animalières réalisées par, entre guillemets, de vrais hommes préhistoriques. Et là, l'émotion, à mon avis, est quand même assez intense. On peut être à quelques centimètres d'une œuvre d'art qui a plus de 30 000 ans. Je crois que le mot privilège, il ne faut pas hésiter à l'employer. Partons à présent dans le joli village de Saint-Émilion. Élise va nous faire découvrir un des domaines viticoles les plus atypiques de la cité avec Vincent Lignac, son propriétaire. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le domaine du Château Gadet a la particularité d'être niché au cœur même du village, sur le haut plateau calcaire de Saint-Émilion. L'autre singularité du domaine, ce sont ces caves labyrinthiques qui, encore une fois dans cette partie de la Gironde, nous plongent dans l'histoire de France. Et voilà. Wow. On est sous Saint-Émilion. C'est un vrai gruyère en fait. Oui, alors c'est ça. c'est un peu ça. Il y a à peu près 70 hectares de galeries, grosso modo, sous le village et le vignoble. Ici, on est dans une carrière du XVIIe siècle qui correspond à la deuxième époque de construction de la maison. C'est la carrière ici qui a permis de construire la maison au-dessus? Voilà, exactement. Exactement. Les gens achetaient le terrain, extrayaient la pierre, construisaient la maison au-dessus et extrayaient plus de pierre pour payer la construction de la maison.
Château-Gadet appartient à la famille de Vincent depuis 1844. Avant que cette cave ne serve à faire vieillir de grands crus, il s'agissait donc de souterrains qui nous dévoilent aujourd'hui encore des témoignages du passé. Alors là, tu vas voir, on a en fait un dessin qui daterait de la Révolution française. C'est un visage? Voilà, c'est un visage de cette époque-là, de cette espèce de perruque ou cette façon de se coiffer de l'époque. Donc il y a des gens qui se sont cachés ici durant la Révolution? Ouais. Dans les carrières de Saint-Émilion, on est sûr que la famille Gadet, le fils, était un député girondin. Oui. Il a été président de l'Assemblée nationale en 1792. Et bon, ils se sont retrouvés ennemis de la Révolution. Et donc, ils sont venus se cacher ici. Et au bout de quelques temps, malheureusement, il a été attrapé avec une grande partie de sa famille. Et ils ont tous été guillotinés à cette époque-là. Voilà. L'effigie du député Marguerite Élie Gadet orne l'étiquette du cru et perpétue ainsi sa mémoire. Un peu plus loin dans la cave, c'est une autre époque de l'histoire que Vincent évoque. Cette partie-là, ici, il y avait une trappe dans la cuisine qui permettait d'avoir accès à la cave. Et mon arrière-grand-père avait bouché la trappe pour éviter que les Allemands... Il y avait un colonel allemand qui avait réquisitionné la maison, c'était la guerre. Et donc, il avait bouché et il avait planqué des bouteilles. Et puis après la guerre, il a fallu creuser un tout petit peu, mais pas trop, en fait. Tout était plus ou moins connecté à l'époque, mais avec les voisinages, on a tout muré pour éviter d'avoir... les voisins qui viennent chercher des bouteilles ou autres. Je dis les voisins, pas forcément les voisins d'ailleurs, ça peut être des étrangers. Il est à présent temps de remonter à la surface. Bonjour. Bonjour Élise, tu vas bien? Oui. Oui. Élise rejoint Nathalie de l'Office du tourisme pour une visite guidée chargée d'anecdotes. C'est pas évident de marcher à Saint-Émilion. Bah oui, là, avec ces petits galets. Alors tu sais d'où viennent ces galets là? Non, mais c'est pas local ça, non? Non, c'est pas local, ça vient des plages d'Angleterre lorsque le commerce avec les Anglais était assez intense au Moyen-Âge. Tu sais bien que la présence anglaise est évidente dans notre région. Ouais. Et les bateaux partaient avec les barriques remplies de vin et allaient vers l'Angleterre. Alors les galets servaient de lest aux bateaux qui rentraient à vide et devaient stabiliser les bateaux sur l'océan. À seulement 30 km de Bordeaux, Saint-Émilion est connu depuis le Moyen-Âge pour ses pèlerinages, son breuvage et sa pierre calcaire. Le village doit son nom à Émilion, moine breton du 8e siècle. Et c'est à l'Ermitage que Nathalie emmène naturellement Élise. Alors ici, on est dans l'Ermitage d'Émilion. C'est le monument le plus ancien du village et c'est la maison en fait du moine Émilion lorsqu'il s'installe ici au 8e siècle. Émilionus, l'ermite fondateur de la cité, s'installa dans une grotte naturelle à proximité du village pour prier. Il mourut en 767, après avoir passé les 17 dernières années de sa vie dans cet ermitage. Si on s'approche de la balustre, on peut voir derrière de l'eau d'une source souterraine qui a permis à Émilion de s'abreuver, pourquoi pas de se laver, ça, les enfants aiment bien croire ça, pas moi, et surtout de baptiser la population locale, et une eau miraculeuse puisqu'il aurait rendu la vue à une femme aveugle en lui apposant de l'eau de cette source sur les yeux. Et ici, un élément très important, le fauteuil de méditation. Émilion était un ermite, il vivait seul de prière et de méditation. Et aujourd'hui, on attribue d'autres vertus à ce fauteuil, on l'appelle le fauteuil de fécondité. Oui. Donc on raconte que si une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, si elle s'assoit sur le siège et fait le vœu d'avoir un enfant, elle tombera enceinte dans les mois qui suivent. Donc si tu désires avoir un enfant dans l'année, je t'invite à t'asseoir sur le siège et faire le vœu d'avoir un enfant. Pas cette année. Non, c'est bon. Nathalie conduit maintenant Élise dans un autre joyau d'architecture, l'église monolithique. Il s'agit d'un édifice religieux souterrain creusé entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle dans des proportions gigantesques, 38 mètres de long et 20 mètres de large. Il y a le clocher qui est juste au-dessus, donc le puits que tu vois sur la voûte en berceau, qui est légèrement excentré par rapport au centre de la voûte. Et ce clocher est donc très mal réparti au niveau du poids sur les différents piliers. Et c'est un poids qui est estimé à peu près à 4000-4500 tonnes. On aime bien dire aux enfants 750 éléphants, vous imaginez ces éléphants au-dessus. Donc ça a des conséquences sur la pierre calcaire. Alors pour consolider les piliers,
on a installé en 2002 4 corsets en fer des plus impressionnants. Car le poids du clocher est un problème face à l'usure du calcaire. Mais ce n'est pas l'unique souci. Et si je me souviens bien, il y avait un problème d'humidité aussi, avec de l'eau qui remontait dans les... Tout à fait, l'eau en traversant et en remontant aussi des sources souterraines va créer des passages et fragiliser la pierre calcaire. Et elle était ornée, cette église? Il faut s'imaginer beaucoup de couleurs. Malheureusement, avec l'humidité, les peintures se sont dégradées avec le développement de mousse de lichen. On a fermé les anciennes ouvertures pour éviter le trop-plein de lumière et le développement notamment du salpêtre, qui est un des ingrédients pour fabriquer la poudre à canon. Et au moment de la Révolution, on vient gratter les murs de l'église pour récolter le salpêtre. Et donc on abîme les peintures. Du fait de sa fragilité, l'église monolithique la plus vaste d'Europe se dévoile uniquement sur rendez-vous. Nous vous suggérons de vous y attarder, l'endroit fourmille d'anecdotes. Il est à présent temps pour Nathalie et Élise d'admirer une dernière fois la cité médiévale sur le parvis de l'église. On est juste au-dessus de 3 arches. C'est l'église? C'est exactement. C'est l'église souterraine. On est juste au-dessus de cette église entièrement creusée dans la roche calcaire. Et on est au pied du clocher. Beau point de vue. C'est le plus beau point de vue qu'on ait sur le village de Saint-Émilion. Avec le paysage tout à fait particulier qu'on retrouve ici. Bah oui, on a cette forme-là en demi-cercle. Tout à fait, on appelle ça une combe, creusée naturellement par l'érosion. Et depuis ici, on a une belle vue sur le vignoble aux alentours, la vallée de la Dordogne, les coteaux et le village de Saint-Émilion. C'est avec ce joyau de pierre cerné d'un écrin de vigne que le voyage s'achève. Une belle façon de clore cet itinéraire entre terre et mer, riche en histoire et en patrimoine à travers la Gironde.